Il s'appelle Alexis. On n'a pas le droit de montrer son visage parce qu'il était mineur. Il avait 16 ans quand on l'a accusé d'avoir assassiné 6 personnes, dont son propre père. La tuerie s'est déroulée à Louvciennes, dans les Yvelines, dans la nuit du 26 au 27 février 1995. Un véritable carnage. Alexis est russe, et son père était riche, très riche, un de ces nouveaux Russes qui s'étaient enrichis sur les ruines de l'Union soviétique. Alexis était en conflit avec ce père violent et pervers. Il avait donc de bonnes raisons de le détester et de vouloir s'en débarrasser. D'autres aussi avaient de bonnes raisons. Il dit tout d'un coup, tout s'est brouillé dans ma tête. Et il dit, à ce moment-là, j'ai visé mon père. Et j'ai tiré. Du sang sur les murs. Et puis bien sûr du sang à côté du corps, quoi. Beaucoup de sang? Ah oui, oui. Le couloir était presque imbibé de sang. La piste de la mafia et tout ça, pourquoi ça plaît? Parce que c'est romantique. Parce que ça fait quelque part rêver les gens. Retirer Alexis Jeffé, vous mettez à la place Le Mont Noir, tout colle. Mon père, ils l'ont pas eu à Moscou, ils l'ont eu à Paris. Il y a vraiment, je crois, à ce moment-là, un doute qui doit s'installer dans l'esprit des jurés. Et ça, ce verdict, je n'ai jamais compris. Ou il est coupable, c'est pas cher payé, ou bien il est innocent, c'est beaucoup trop. Je crois que beaucoup plus que c'est effectivement un jugement de Salomon et que le doute n'a peut-être pas tout à fait profité à l'accusé. Le drame se noue ici, dans cette belle maison de Louveciennes, à 15 km de Paris, dans la nuit du 26 au 27 février 1995. Cette nuit-là, Pierre Adisson est de permanence au commissariat de Marly-le-Roi. À 3h du matin, il reçoit un appel de détresse. Le téléphone police secours sonne, donc je décroche, comme je suis à côté du téléphone. Et là, il y a une personne, sexe masculin, un jeune homme, qui me dit « Venez vite, ils ont tué tout le monde chez moi ». L'appel a l'air sérieux. La voix au bout du fil a l'air sincèrement angoissée. Néanmoins, pour vérifier l'authenticité du coup de téléphone, le policier demande le numéro et rappelle aussitôt. La même voix répète « Venez vite, venez vite ». Alors Pierre Adisson prend 2 collègues avec lui et fonce vers Louvciennes. Quelques minutes plus tard, tous les 3 arrivent, chemin dégraissé, une voie sans issue, en lisière de forêt. Et là, on a vu un gamin qui nous a fait des signes. Tout bon, un gamin. Je pensais pas qu'il avait que 17 ans, hein. Parce que c'est un jeune homme, hein, quand même. Bon. Il nous a fait des signes, il nous a dit, voilà, c'est à l'intérieur, ça se passe. Donc on est rentrés tous les 3 avec le jeune homme. La maison est presque plongée dans l'obscurité. Seul le vestibule est allumé. Les policiers s'approchent et, malgré la pénombre, relèvent les premiers indices alarmants. On a vu des trous dans les vitres et des douilles par terre. Et là, par la fenêtre, j'ai vu des corps. Mais j'y croyais pas encore quand même. Des douilles, des impacts de balles. Et si le tueur était encore dans la maison? Les policiers interdisent à l'adolescent de les suivre. Pierre Adisson sort son arme et entre dans la villa. Quand j'ai ouvert la porte, que là j'ai vu le gars par terre, que là j'ai compris que c'était vraiment un être humain, là on savait qu'on avait quelque chose, on avait au moins un mort. Il est en slip, le pantalon baissé jusqu'aux chevilles, un gros trou derrière la nuque et du sang sur les murs. Et puis bien sûr du sang à côté du corps, quoi. Beaucoup de sang? Ah oui, oui. Beaucoup de sang dans le couloir. Le couloir était presque imbibé de sang. Le policier Adisson appelle des renforts et à la lueur de sa torche, il explore les autres pièces de la maison. Dans le salon, il y a une dame relativement âgée qui est allongée par terre avec un trou derrière la tête aussi, mais la face contre le sol, comme une exécution, quoi. Hein. À l'entrée sur la droite, il y a une autre dame plus jeune, mais qui a un trou sur le nez. Et puis,
un peu plus loin, il y a un troisième corps, entre la table et le canapé. Déjà 4 morts. Et à l'étage, la liste macabre s'allonge. Dans une chambre au pied d'un lit, un 5e cadavre, un homme âgé, qui visiblement a reçu une balle dans la poitrine. À la recherche d'autres victimes, les policiers entreprennent d'explorer l'étage. La plus grande chambre a manifestement été fouillée, les tiroirs ont été renversés sur le lit, mais pas de cadavre. C'est alors qu'ils poussent une porte. On a vu un lit de bébé, avec un bébé dedans. J'ai allumé la lumière, j'ai vu le bébé qui bougeait, j'ai éteint la lumière. Et je dis au collègue, toi tu restes là, il y a un enfant vivant. L'enfant s'appelle Nathalie. Elle a 2 ans et demi. Elle dormait tranquillement dans son lit pendant qu'on tuait toute sa famille. Avec son grand frère Alexis, celui qui a donné l'alerte, elle est donc la seule survivante du massacre. Alexis, justement. Les policiers, atterrés par l'ampleur du massacre, lui posent 2 ou 3 questions. Ils apprennent que toute la famille est russe et que lui, Alexis, a découvert le carnage à son retour après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit à Paris. Et il a dit à mon collègue, dans la voiture, mon père, ils l'ont pas eu à Moscou, ils l'ont eu à Paris. D'autres policiers sont appelés en renfort. On allume les lumières dans la maison, des armes jonchent le sol, un pistolet, une carabine, un fusil, une kalachnikov et même une arbalète. Et là, derrière le canapé, invisible, on découvre un 6e cadavre, une femme, abattue elle aussi. Donc j'ai dit à Alexis, qui c'est qui est mort? Et il m'a donné 6 personnes. Il m'a donné le père, la belle-mère, le grand-père, la grand-mère, et puis un couple ami. Puis j'ai dit, attends, mais il n'a pas pu voir la personne qui était derrière le canapé. Le corps était carrément derrière. Donc il fallait déplacer le canapé pour voir le corps. Donc de là, j'ai dit, non, ça ne me colle pas trop. T'es plus mon copain, toi. Les policiers commencent le relevé des indices. Leur tâche est énorme. 6 cadavres, des armes, des impacts de balles. À partir de ces éléments, ils vont devoir reconstituer le crime. Jules Coupet, vous êtes, vous, l'un des policiers appelés sur place. Quelle est votre spécialité? Je suis donc fonctionnaire de l'identité judiciaire depuis pas mal d'années, et entre autres technicien de scène de crime. Ce jour-là, j'étais donc de permanence. Habitant sur Versailles, j'étais le premier du SRPJ à être arrivé après les collègues du commissariat local. Donc vous pénétrez dans la maison, et là? Bon, je m'informe grosso modo, on me dit il y a 6 cadavres dans la maison. Je rentre et je trouve en particulier un nombre de personnes impressionnant sur la scène de crime proprement dite. Qui c'est ces gens-là? Le directeur départemental des polices urbaines qui n'a pas de rôle d'enquête, c'est un tas de gens, le sous-préfet. Tout le monde est là, dedans? Tout le monde est là dedans, en train de patauger dans la scène de crime. Ce qui est une hérésie. Complètement. Alors je leur ai demandé gentiment de quitter les lieux, de laisser la scène de crime dans l'état où elle se trouvait. Les armes sont là, au sol? Elles sont là, il y en a au sol. On en découvre au sol, dans le premier bureau à gauche en entrant dans la maison. En face, la première victime. Il y en a 3 ou 4. Et par la suite, au cours des constatations, perquisitions, on en trouve quasiment dans toutes les pièces. On en trouve qui sont dans leur carton d'origine, dans des placards. D'autres sont dans le bureau, ce sont des armes de chasse, dans leur mallette. Et d'autres sont des armes de première, voire de quatrième catégorie, quatrième et première catégorie, qu'on retrouve dissimulées dans des vieux pneus avec les munitions qui vont avec. À partir comme ça des premières constatations, vraiment premier coup d'œil dans toutes les pièces, etc., qu'est-ce que vous pressentez comme scénario? Je n'ai pas d'a priori. Il y a 6 cadavres, il y a des tirs de l'extérieur, des tirs à l'intérieur, il y a un tas d'armes, on ne sait pas qui a tiré, il y a pu y avoir des échanges entre chaque victime, il y a pu y avoir des échanges de coups de feu. Il faut faire l'analyse complète et faire les recherches méthodiquement, minutieusement, et chez chaque indice, après analyse, on pourra dire peut-être ce qu'il s'est passé. Le jour se lève et les enquêteurs de la PJ de Versailles entrent en scène. À eux de tenter de retrouver le ou les auteurs de la tuerie. 6 morts, tous russes. Eugène, le père des 2 enfants survivants, et sa femme Ludmila. Les parents de Ludmila et un couple d'amis.
S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné? Malgré le désordre dans la chambre, les enquêteurs ont du mal à y croire. On n'a pas l'impression qu'il y a eu un vol. On n'a pas l'impression, puisqu'on trouve encore quelques objets de valeur. Franck Dupérou examine minutieusement le premier étage de la villa. Sur la porte d'une chambre, celle où le grand-père Fédor a été tué, il remarque des traces noires. Et sur le sol, une petite pièce de métal, un indice minuscule. À une trentaine de centimètres du seuil de la porte, nous retrouvons, et je retrouve, une attache de montre. Elle est là, devant. Cette porte devait être à l'origine fermée. On a tapé avec quelque chose sur la porte, probablement les pieds, les mains, objets. On y a laissé des marques, et en tapant, l'auteur a brisé son bracelet et sa montre et a perdu cette attache de montre. Le policier fait alors le tour de la maison pour tenter de retrouver la montre au bracelet brisé. Rien à l'étage, rien au rez-de-chaussée. Il vérifie aussi sur les cadavres. Toujours rien. Et soudain, il réalise qu'il a oublié quelqu'un, l'adolescent qui a appelé la police, le jeune Alexis. Nous lui demandons s'il a l'heure, s'il porte une montre à son poignet. Il nous présente son poignet, pas de montre. Nous lui faisons vider ses poches et il nous tend la montre et le bracelet brisé. L'attache de montre est manquante. Alexis est-il celui qui a défoncé la porte du grand-père Fédor? À partir de ce moment-là, les policiers commencent à envisager qu'Alexis est peut-être l'assassin. On peut se poser la question s'il n'a pas abattu Fédor. S'il a abattu Fédor, est-ce qu'il n'aurait pas pu commettre aussi le meurtre de 5 autres personnes du rez-de-chaussée? Il est maintenant urgent d'interroger Alexis. Suspect ou pas, c'est un témoin essentiel. Le dernier à avoir vu sa famille vivante et le premier à avoir découvert la tuerie. Alexis est donc placé en garde à vue et emmené dans les locaux de la brigade criminelle de Versailles. Là, il est entendu par d'autres policiers qui n'ont pas vu, c'est important, les lieux du crime. Quand il procède à l'audition d'Alexis, il ne s'imagine pas du tout avoir affaire à l'auteur. On attend ses explications. Et d'emblée, Alexis vide son sac. Il raconte ce dernier week-end familial et il avoue. Les 6 meurtres de Louvciennes, c'est lui. Il explique. Son père a passé le week-end à l'humilier. Il a la rage contre lui. Il ne supportait plus les souffrances qu'il lui faisait subir. Alors il a décidé de le tuer. Toute la soirée, il raconte qu'il tente de résister à cette pulsion meurtrière jusqu'au moment où il s'empare d'une carabine 22 long rifle. Il sort dans le jardin et pendant 20 minutes, garde la silhouette de son père dans sa ligne de mire. Il explique d'une façon saisissante. Il dit tout d'un coup, tout s'est brouillé dans ma tête. Et la pulsion est devenue extrêmement envahissante. Et il dit, à ce moment-là, j'ai visé mon père. Et j'ai tiré. 2 coups de feu. Son père s'écroule. Dans le salon, c'est la panique. Toujours de l'extérieur, Alexis raconte qu'il tire sur sa belle-mère, Ludmila, qui tombe à son tour. Mais voilà que le père se relève, le visage ensanglanté. Il atteint la face, la joue, et ce tir n'est pas mortel. Donc son père bouge, se déplace, se dirige vers le bureau et ça pose un problème. Car dans le bureau se trouvent des armes avec lesquelles Eugène pourrait riposter. Donc là, je pense que ça le dépasse. Il n'a que 16 ans et ça va vite. Donc il faut abattre son père. Alexis court vers l'entrée de la maison, ouvre la porte et tire 2 fois de plus sur son père. Ensuite, c'est l'enchaînement. Ludmila, la belle-mère qui vit toujours après les 2 premiers coups de feu, reçoit le coup de grâce. Puis Slava et Olga, les amis, sont abattus dans le salon. Alexis se souvient mal de l'ordre des tirs, mais il est précis sur les armes utilisées. Quand la carabine s'enraye, il prend une Kalachnikov qui s'enraye à son tour. Alors, il achève ses victimes avec un pistolet à 1 coup. Son récit est crédible. Lorsqu'il dit « j'ai entendu que ça bougeait dans le salon, j'y suis retourné, j'ai vu qu'Olga bougeait encore et j'ai tiré ». Lorsqu'il va s'apercevoir que son père bouge encore et qu'il va tirer pour la 5e fois et qu'il va avoir cette phrase terrifiante, pour lui c'était fini. Dans la maison de Louvciennes,
Les enquêteurs vérifient tout de suite les déclarations du jeune homme. Et ça colle. Il nous dit avoir utilisé une arme longue. Les douilles qui sont retrouvées correspondent à une arme longue utilisée à cet endroit-là. Il explique également avoir poursuivi ces tirs par une autre fenêtre. On retrouve d'autres douilles sur un autre pan de la maison. Ainsi de suite. À l'étage aussi, le récit d'Alexis colle parfaitement avec les premières constatations. L'adolescent raconte que les parents de Ludmila se sont réfugiés dans leur chambre et qu'il a donné des coups d'épaule sur la porte pour l'enfoncer avant de tirer sur le grand-père qui se jetait sur lui. Puis sous la menace du pistolet, il a demandé à la grand-mère de l'aider. La grand-mère, qui est la dernière à avoir été tuée, va devoir fouiller le corps de son beau-fils, d'Eugène, pour lui retirer le portefeuille et remettre le portefeuille ainsi que la carte bleue. Après avoir été obligé de fouiller la chambre des parents dans l'espoir de retrouver le passeport d'Alexis. Cette fouille expliquerait le désordre constaté dans la chambre et le fait qu'Eugène le père ait retrouvé le pantalon sur les chevilles. Après 4 heures d'interrogatoire devant les policiers, les énigmes de la scène de crime semblent résolues. Et le lendemain matin, avant la fin de la garde à vue, le policier Franck Dupérou interroge à son tour Alexis. Moment crucial, il lui présente le stock d'armes saisi dans la maison. Et les armes, c'est vraiment, il faut imaginer plusieurs mètres carrés au sol d'armes et de munitions. Tout est posé en vrac. Mais Alexis, lui, spontanément, il se baisse, il dit « J'ai utilisé celle-là, j'ai utilisé ensuite celle-ci, et enfin, le pistolet. » Il reconnaît les armes utilisées. Il reconnaît les armes utilisées. Il en connaît parfaitement le fonctionnement de ces armes. Son père l'a initié au maniement des armes. Il a même installé un stand de tir au sous-sol de la maison pour qu'ils puissent tous les deux s'entraîner. Enfin, sur les mains du jeune homme, on a retrouvé des traces de poudre. Les policiers ont maintenant une certitude. Alexis s'est servi de ses armes pour tuer toute sa famille. Au terme de sa garde à vue, il est donc mis en examen pour assassinat et incarcéré. Dominique, Alexis raconte alors une histoire assez hallucinante. Il vient de tuer 6 personnes de sa famille et il va à Paris voir les filles. Ouais, alors ça, c'est un épisode incroyable de l'histoire. Il n'appelle pas la police, il n'appelle pas sa petite amie. Effectivement, il va dans le portefeuille de son père pour lui prendre sa carte bleue. Il emprunte la voiture de sa belle-mère, une voiture automatique. Il ne se soucie pas de sa sœur de 2 ans et demi qui dort dans sa chambre à l'étage, et il part à Paris, sans permis de conduire pour l'anecdote. Mais à Paris où? Alors il le raconte dans son procès-verbal d'audition à la police. Je me suis rendu avenue Marceau, au club Le Baron, où j'étais déjà allé et où ils m'ont laissé rentrer. Il s'agit d'un établissement de débit de boissons avec des prostituées de luxe. Le patron m'a proposé une fille, j'ai accepté. Je suis parti en voiture avec elle. Elle s'appelait Béa, elle était brune. À 17 ans, hein? À 17 ans. Alors, la police va retrouver cette fille, ça va être un peu long. Ils vont la retrouver, elle confirme, cette histoire a existé. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Alexis, avec cette fille? Eh bien alors, il a acheté du champagne, un Coca-Cola. Elle raconte qu'il est arrivé au milieu de la nuit, dans cette boîte de nuit, qu'il était énervé, il fumait cigarette sur cigarette, il n'arrêtait pas de lui demander l'heure. Il n'a pas bu de champagne, il lui a proposé de partir à l'hôtel. Ils prennent la voiture de sa belle-mère, ils vont à l'hôtel. Là, ils font l'amour, il dit que elle raconte, elle, à la police, elle dit c'est rapide. Et il lui parle d'un film qui est passé à la télévision qui s'appelle Frères de sang. Quelques jours auparavant. Quelques jours auparavant, c'est l'histoire de 2 frères qui tuent leurs parents. Ouais. Il lui demande si elle connaît la sentence, à combien on est condamné quand on fait ça. Elle se demande pourquoi il lui pose cette drôle de question. Et ensuite, il lui demande si elle sait comment on fait pour appeler la police en France. Quel numéro il faut composer. La fille, ça la rassure pas quand même. Ils quittent l'hôtel tous les deux. Ouais. Il paie. Alexis va payer avec la carte bleue de son père. Il la dépose au club, au Baron, et il rentre à Louvciennes. Est-ce que les policiers sont parvenus à retrouver cette fille? Est-ce qu'elle confirme l'histoire racontée par Alexis? Ils l'ont retrouvée. Alors ils ont eu beaucoup de mal parce que le lendemain, elle écoute, elle apprend par les médias. Elle écoute la télévision, la radio, elle apprend ce qui s'est passé à Louvciennes. Elle fait le rapprochement et elle s'enfuit, elle quitte Paris. Donc ça aussi, ça va compliquer le travail de la police. Il va falloir la retrouver. Donc Alexis rentre à Louvciennes, et là, qu'est-ce qu'il fait? Les policiers arrivent, découvrent le carnage, et Alexis, lui, leur dit « Ben moi, j'étais à Paris, j'arrive de Paris ». Et il sort de sa poche la facturette
Sauf que les policiers ont toujours pensé, et certains le pensent encore aujourd'hui, qu'il était allé à Paris pour se construire un alibi, pour se fabriquer un alibi. Le problème, c'est qu'il est passé aux aveux. Alexis a avoué, et les termes mêmes de ses aveux se retrouvent dans la presse, en un temps record. Les journalistes se passionnent tout de suite pour cette affaire. Il se trouve qu'il y a une pression médiatique énorme sur ce dossier, à la fois à Louvciennes, à la fois devant le palais de justice à Versailles, qui est compétent pour cette affaire. Et très vite, les informations commencent à filtrer. Alexis a parlé, Alexis a donné des éléments, Alexis a expliqué qu'il avait tiré. Et c'est vrai que tout de suite, on se dit, l'affaire est pliée, c'est lui, et voilà, quoi. Et c'est vrai que le parquet se fait porte-parole des déclarations tout de suite d'Alexis. Rapidement, le procureur adjoint organise une conférence de presse, alors même que la garde à vue d'Alexis n'est pas terminée et que les policiers n'ont pas achevé leur constatation sur les lieux. Il avait prémédité d'en finir avec son père. Il ne voulait pas, nous dit-il, faire ça avec les autres non plus. Il aurait voulu, il aurait souhaité, parce que c'est contre son père qu'il avait du ressentiment, pas un peu contre les autres, qui ne prenaient jamais sa défense. C'est ce qu'il dit aussi, par exemple, ses grands-parents, qui étaient là assez souvent, ne prenaient jamais sa défense lorsqu'il était brutalisé ou rudoyé. Mais enfin, il en avait surtout contre son père et il déclare qu'il aurait voulu en terminer avec son père tout seul. Étonnant quand même. À ce stade de l'enquête, le jeune Alexis n'a pas encore vu d'avocat. Et puis il est mineur et donc en principe il est protégé. La loi interdit qu'on divulgue son nom, même son prénom, encore moins sa photo. Or voilà que tout est dans la presse. Le procureur donne les détails des aveux dans des interviews et une caméra de télévision parvient même à enregistrer le moment où le procureur annonce la nouvelle à la maman d'Alexis. Personen tot. Tribunal de Versailles and comment dit, lawyers finden. Okay? My name is Garrig. Okay? Allô? Oh zut. Excusez-moi. Je ne savais que je suis journaliste parisien. J'essaye de causer à la mère en Russie, elle comprend rien à rien. Cause pas allemand, cause pas anglais, cause pas français, cause russe. Le tout, vous savez déjà à peu près tout, non? Non? Non. Ah bon. Donc sur un contexte de mauvaise relation, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son père, Oui. qui le traitait, paraît-il, comme un moins que rien, puis il en avait marre, et puis il ruminait tout ça dans sa petite tête, sachant qu'il n'est pas du tout idiot, il est pas, je l'ai vu tout à l'heure, il est bien, il parle bien français en plus pour un garçon qui n'est pas là depuis longtemps. Scène surréaliste. Pas de doute dans l'esprit de ce magistrat, pas de doute sur la culpabilité d'Alexis, pas de doute non plus dans la presse le lendemain. À la une, l'adolescent meurtrier. Écarter les autres explications possibles du massacre comme celle d'un règlement de compte de la mafia russe. Ce qui fascine, c'est ce jeune homme de 16 ans et demi qui tue à 6 reprises. À ce moment de l'enquête, on a envie de savoir qui est Alexis. Qui est cet adolescent venu de Russie, devenu en quelques minutes le responsable d'une tuerie. On apprend d'abord qu'il est né à Moscou, où il a passé toute son enfance. Il a 7 ans quand son père Eugène et sa maman Raïssa se séparent. Eugène s'installe en France avec sa nouvelle femme Ludmila et il ne s'occupe plus guère d'Alexis, qui lui reste en Russie avec sa maman. Pendant 6 longues années, Alexis n'a plus de nouvelles de son père. Et puis, en 1991, voilà que le père invite Alexis pour des vacances en France et lui propose de venir vivre avec lui dans la région parisienne. Il va le mettre pensionnaire dans un collège chic. Alexis est donc arraché à une mère qu'il aimait, forcé de vivre avec un père qu'il connaissait à peine. L'avocat Olivier Combes est commis d'office pour défendre Alexis. Il va le voir à la prison de Bois d'Arcy quelques jours après la tuerie. Il découvre un garçon poli et réservé. Je trouve qu'il y a une distorsion énorme entre ce garçon qui apparaît avec un visage poupin, assez calme, assez posé, s'exprimant dans un français qui n'est pas parfait, mais qui, en tout cas, est un très bon français, et puis qui a avoué ce qui s'est passé, c'est-à-dire ces 6 meurtres. Et je suis effectivement tout à fait stupéfait de voir cette personnalité. À Maison Lafitte, où Alexis est lycéen et joue dans l'équipe locale de rugby, ses amis aussi sont stupéfaits.
C'est vraiment un coup de tonnerre, presque dans un ciel serein, parce que finalement on s'attendait pas du tout, vraiment pas du tout à ça. Dans tout le club, il n'y en a pas un qui dit bon, je suis sûr que c'est lui, enfin je pense que c'est lui qui a fait ça, etc. Non, c'est pas concevable. C'est pas concevable pour nous. Et on est tous mais d'un avis unanime sur sa non-culpabilité. Alexis est arrivé en France depuis à peine 3 ans et il semble très bien intégré. Bon élève en maths, il est en première S au lycée de l'Ermitage. Pour ses professeurs, rien ne le distingue à première vue des autres élèves. C'est un garçon qui était gentil, qui débonnaire n'est peut-être pas le terme, mais enfin disons sans problème particulier, sans aspérité de caractère, quoi, qui aurait pu laisser supposer cette série d'actes épouvantables. À l'époque, Julien Chahuneau est l'un des meilleurs amis d'Alexis. Ils sont dans la même classe depuis la seconde et jouent ensemble au rugby. Dans l'équipe, Alexis est surnommé l'ourson russe. Avec ses 85 kilos pour 1m75, il est tout en rondeur. Il était très calme, joyeux, hein, vraiment toujours, très facilement en train de rigoler, il riait beaucoup. C'est pas un garçon violent, en plus on a un bon exemple pour le confirmer, c'est qu'il joue au rugby, et au rugby il n'y a jamais eu un mauvais geste, il y a jamais il va s'énerver, il est correct, Alexis. À la rentrée 94, la vie d'Alexis change. Il ne supporte plus d'être pensionnaire, alors son père lui loue un studio face au lycée, à Maisons-Laffitte. À partir du moment où il lui paye son appartement, nous on lui demande combien est-ce qu'il lui donne pour vivre, et il nous disait qu'il avait l'équivalent de 10 000 francs par mois pour vivre. Un sacré budget pour un adolescent de 16 ans. Son train de vie change. Alexis frime devant ses copains de lycée. Rapidement, il sort, il va en boîte de nuit, il rentre en taxi, et il me dit moi je commande des bouteilles de champagne comme ça, avec panache. Je pense qu'il devait claquer énormément d'argent dans ces soirées, à ce moment-là en tout cas. Enfin en tout cas c'est ce qu'il nous disait. À Paris, il s'est fait de nouveaux amis, de jeunes Russes, expatriés, riches comme lui. Il vit à sa guise. Il se croit libre, il ne l'est pas tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de contraintes. D'abord, Alexis doit rendre compte de ses moindres dépenses à son père. Il est censé également passer le week-end systématiquement à Louvciennes, dans sa famille. Et puis, il y a un souci majeur dans l'esprit d'Alexis, c'est qu'il a à ce moment-là une liaison. Il est passionnément amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Yana. Et pour des raisons assez obscures, son père est totalement opposé à cette liaison. Yana, c'est au début de première, il nous montre une photo, comme ça, un jour, en disant tu vois, ça c'est ma copine. Et sur le moment, on voit une belle nana sur la photo, et on se dit d'accord, ok, On me dit d'accord, mais on n'y croit pas. Hein. On n'y croit pas, clairement on n'y croit pas. Yana est une jeune et jolie Russe de 21 ans, la fille du chef d'escale d'Aéroflot à Paris. Alexis en tombe follement amoureux. Pour elle, il commence à dépenser beaucoup. À Louvciennes, il organise une grande fête pour son anniversaire avec ses nouveaux amis. Son père est absent, en voyage d'affaires. Mais Eugène rentre plus tôt que prévu et débarque au beau milieu de la fête. Quand il arrive, il est imbibé, comme d'habitude, et naturellement, il est furieux de constater que pendant son absence, on a utilisé la maison pour organiser une fête et inviter Yana qu'il ne peut pas supporter. Alexis raconte comment son père fait un scandale, insulte tout le monde, avant de proposer à une copine de Yana de coucher avec lui. Alexis a été extrêmement humilié et choqué de constater que ses amis voyaient son père ivre au point de se conduire de cette façon. Pendant les vacances de Noël, un autre épisode vient envenimer les relations entre le père et le fils. Toute la famille passe les fêtes de fin d'année en Russie, dans la datcha d'Eugène, près de Moscou. Alexis est malheureux, trop loin de sa copine Yana. Alors, il décide de braver l'autorité de son père. Il n'en pouvait plus d'être séparé de Yana. Et à l'insu de toute sa famille et avec la complicité du fils de sa belle-mère, il a pris l'avion, il est revenu en France pour retrouver Yana. Quand Eugène apprend qu'Alexis a fugué tout simplement pour revenir voir Yana le 30, il est furieux après son fils.
Début 95, entre Eugène et Alexis, rien ne va plus. Car depuis la fugue de Moscou, Alexis accumule les mauvaises notes au lycée et sèche de plus en plus les entraînements de rugby. Et ça, le père ne l'accepte pas. Il a imposé donc peut-être à son fils d'être excellent dans tous les domaines scolaires, sportifs et autres. C'était peut-être une présence pesante, oui. Alexis savait qu'il fallait bien qu'il travaille en classe, parce qu'il savait que s'il travaillait pas bien, ça allait pas bien se passer chez lui. Donc ça lui arrivait souvent de dire, oh là là, j'ai eu une mauvaise note, je vais me faire engueuler, qu'est-ce que je vais prendre ? Eugène n'hésite pas à corriger Alexis physiquement, à coups de ceinture. Et à la veille des vacances de février, Eugène décide d'assigner Alexis à résidence à Louvciennes. Il lui confisque les clés du studio, lui retire sa carte bancaire et son passeport. Alexis ne pouvait pas voir Yana. Il n'avait plus d'argent, il n'avait plus les clés, il n'avait plus de passeport. Ce week-end-là, Alexis s'est senti séquestré dans la maison de Louvciennes. C'est ça, moi, qui, dans les aveux, m'a, plus encore que le récit des faits, marqué d'une manière indélébile. Interrogé par les policiers puis par la juge d'instruction, Alexis raconte heure par heure les humiliations qu'il a subies lors de ce dernier week-end à Louvciennes. Samedi, après un dîner bien arrosé, son père le fait mettre nu. Prétexte, il cherche des traces de piqûres pour voir si son fils se drogue. Ensuite, Eugène part faire la fête à Paris. À son retour, à 2h du matin, il sort de force Alexis de son lit, lui fait la morale et, sous les yeux de Slava, le frappe avec sa ceinture. Ce qu'il dira, c'est que comme cette correction s'est pratiquée devant Slava, ça a naturellement développé son sentiment d'humiliation. Le dimanche, Alexis tourne en rond dans la maison. Dans la soirée, il veut aller voir Yana. Bien sûr, son père le lui interdit. Je n'en pouvais plus, confesse Alexis. Son père était un obstacle à son bonheur. Il va l'éliminer. Une première fois, il s'empare d'une carabine dans le bureau et va dans le jardin. Il tire une balle dans le sol, parvient à se raisonner et rentre dans la maison. Au moment de dire bonne nuit à son père, tout bascule. Eugène l'avertit. « L'horreur ne fait que commencer pour toi. Je vais te réduire à l'état d'une merde. » Il y a une réponse de menace, il y a une réponse de violence, et c'est cela qui a fait monter en Alexis cette espèce de bouffée. Et il dit très bien, tous les mauvais souvenirs sont revenus en moi. La haine est revenue en moi. Il explique très clairement son mobile. Ça se résume dans la phrase suivante, mettre fin à des souffrances physiques et morales. Docteur Dubré, vous êtes expert psychiatre. Alexis a avoué être le meurtrier au policier. Il a confirmé ses aveux devant le juge d'instruction. Et vous, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il nous fait un récit, en tout cas quand on le rencontre une trentaine de jours après les faits, une quarantaine de jours après les faits, qui est en tout point conforme à ses premières déclarations auprès des policiers. Alors c'est un récit qui est intéressant, un récit qui est plein d'émotions, qui est un récit vivant, entrecoupé par de la respiration, des sanglots, des pleurs. Est-ce qu'il vous raconte le moment où il tue son père ? Oui, alors ça c'est un moment extrêmement intense. Il est à l'extérieur sur la terrasse de cette villa à Louvciennes, et à travers la terrasse, il regarde son père, il a l'arme à la main, et il hésite encore pendant de longs moments. J'ai eu l'impression qu'il avait encore hésité une bonne quinzaine de minutes à l'extérieur avant d'appuyer sur la détente. Et donc cette scène même où il touche son père, il décrit très lentement son père qui s'effondre, qui tombe. Et cette scène constitue par la suite d'ailleurs quelque chose d'espèce de flash traumatique qui lui revient sans cesse en mémoire. Il m'expliquait que ses troubles du sommeil étaient liés à cette scène qui revenait de son père qui s'affaisse lentement comme ça avant de tomber au sol. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que tout à la fois il nous expliquait qu'il avait tué son père et il nous expliquait pourquoi, mais il nous expliquait combien il était attaché à ce personnage paternel. Mais alors, s'il l'aime, et pourquoi est-ce qu'il le tue ? Est-ce que, dans cette conversation, vous approchez de la clé
de ça? Alors, il y a des choses qui sont terribles dans cette histoire. C'est la relation que Gênes, le père, entretient avec son fils, qui a toutes les caractéristiques d'une relation d'emprise. C'est-à-dire que Gênes est un personnage extraordinairement excessif dans tout, l'argent, le sexe, la violence, l'alcool. Et vis-à-vis de son fils, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'une possibilité d'autonomie, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'il est pris dans un espèce de carcan. Eugène a déjà tout prévu. Il doit faire des études d'ingénieur, il doit lui succéder. Eugène participe à son initiation sexuelle. C'est lui qui lui met une femme entre les mains, ce qui veut dire qu'il pense que son fils n'est pas capable de trouver une femme par lui-même. Tout est prévu. Il le met constamment dans une situation soit de se plier à sa volonté, soit de se démettre, quoi, hein. Donc c'est terrible. C'est une situation de défi. Voilà, je te mets au défi, tu es incapable de m'égaler. Il vous raconte, je crois, une scène dans les heures là aussi qui précèdent, ou dans les jours qui précèdent l'assassinat, où il tire à la carabine avec son père, c'est ça? Ça, c'est une scène incroyable, parce que ça résume toute la position de défi de Gênes vis-à-vis d'Alexis. Alors ça se passe de la façon suivante. Je crois que Alexis avait séché les cours, donc son père était en train de le réprimander assez violemment dans la villa de Louvciennes, et par la fenêtre, le père aperçoit un faisan. Il dit à Alexis, va me chercher mon fusil. Alexis va chercher le fusil dans le bureau, le donne à son père. Le père épaule, tire sur le faisan, le rate et pose le fusil près de la fenêtre. Et Alexis dit à son père, papa, tu n'as pas remis le cran de sécurité du fusil ou de la carabine, je ne sais pas, c'est dangereux pour la petite sœur. Le père se met en colère en disant, c'est pas toi, mon fils, qui va m'apprendre à manipuler les armes. Alexis insiste, non, tu n'as pas mis le... Et à ce moment-là, le père saisit le fusil, le met dans les mains d'Alexis, dirige le canon du fusil vers sa propre tête et lui dit, maintenant tire, tu verras que j'ai bien mis le cran de sécurité. Et alors Alexis détourne le fusil, tire, bien évidemment le cran de sécurité n'est pas mis, la balle part dans le mur, le père reprend le fusil et il déclare à Alexis, aujourd'hui mon fils, tu as failli tuer ton père. Pourquoi tue-t-il les autres membres de la famille? Parce que tuer le père, on voit le règlement de compte qu'il peut y avoir là-dedans, mais tuer sa belle-mère et puis les grands-parents et puis les amis, etc., c'est... Alors, Alexis a une phrase, lorsqu'on l'a vu, il a dit « J'avançais dans la maison comme un robot, j'étais programmé pour tuer et je tuais ». Et puis, ce qu'il nous a expliqué par la suite, c'est que toutes ces personnes qui ont été tuées, donc Slava et son épouse, Slava participait aux violences qu'avait subies Alexis, Ludmila, qui était la belle-mère, qui était un peu le deus ex machina, qui remontait le père contre Alexis, les deux grands-parents qui n'étaient pas les grands-parents d'Alexis, qui étaient en fait les parents de Ludmila, qui étaient eux aussi constamment en train d'inciter Eugène à des brimades vis-à-vis de son fils. Ce dont on s'est aperçu finalement que tous ces personnages, ces 5 autres personnages, étaient un peu des appendices du père dans ce qu'il pouvait avoir de malfaisant vis-à-vis d'Alexis. Ce qui a amené dans une réunion d'expertise Florence Dodil, donc l'expert psychologue qui travaille avec nous, de dire un jour, mais finalement, il n'a pas tué 6 personnes, il a tué 6 fois son père, hein, parce que effectivement, c'était un peu des succès d'année du père, des appendices du père dans cette emprise que le père exerçait sur lui. À Moscou, Olga et Igor Pouzakov connaissent Alexis depuis son enfance. Ils sont les plus proches amis de sa mère Raïssa. Alexis, un meurtrier, un parricide, ils n'arrivent pas à le croire. Dès qu'ils apprennent l'arrestation d'Alexis, ils vont chez sa maman pour tenter de l'aider. Raïssa était en état de choc. Les policiers venaient de lui téléphoner de Paris. Elle était dans tous ses états. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Il fallait aller en France. J'ai décidé de l'accompagner. Igor se démène pour que les 2 femmes obtiennent rapidement leur visa pour Paris. Une fois en France, Raïssa rencontre son fils en prison. Elle n'arrive pas à croire qu'Alexis soit coupable. Un jour, elle a dit « Ça suffit, je ne vais pas les laisser faire, je vais me battre pour mon fils ». Je me suis dit « Enfin, Dieu merci, j'ai atteint mon but et je peux rentrer à Moscou tranquille ». En partant, je lui ai dit « Maintenant, tu dois rester jusqu'au 1er avril, car c'est le jour de l'anniversaire d'Alexis. Sois gentil, va le voir en prison ce jour-là. Fais-lui un cadeau et félicite-le de la part de nous tous.
Il doit savoir que nous avons confiance en lui et que nous ne pourrons jamais admettre qu'il reste en prison. Ce 1er avril 1995, Raissa rend donc visite à son fils à la prison de Bois d'Arcy. Elle lui apporte un jogging et une paire de baskets dernier cri. Le lendemain, elle doit reprendre l'avion pour Moscou. Et là, au parloir, Alexis lui dit « Ça n'est pas moi qui les ai tués, mais j'ai été obligé de m'accuser. » Un homme en noir a fait irruption dans la maison, il a tué tout le monde. Il cherchait un dossier rouge. Un autre homme cagoulé attendait dehors. Avant de partir, le tueur m'a menacé. On te laisse la vie sauve, mais tu dois t'accuser du crime. Ils lui ont carrément dit que s'il ne s'accusait pas, il y aurait d'autres morts. À commencer par moi, sa mère. Ils lui ont dit qu'il tuerait aussi Nathalie, sa demi-sœur, Denis, son demi-frère, et Yana, sa petite copine. C'étaient tous des gens très chers au cœur d'Alexis. Ils ne lui ont pas laissé d'autre choix. Les avocats d'Alexis ont du mal à croire cette nouvelle version de la tuerie. Il faudrait des preuves pour étayer ce scénario. Alors il semble que pour l'instant, il déconseille à Alexis de changer de version. Devant le juge d'instruction, Alexis en reste donc à ses aveux. Il est l'assassin. En juin puis en septembre, Raissa, sa mère, revient en France. Elle se démène, tente d'alerter les magistrats, rencontre les proches de son ex-mari et fait la connaissance de journalistes. À tous, elle tente de faire passer sa conviction. On avait le sentiment que pour Raissa, la maman d'Alexis, elle se fichait éperdument de savoir si c'était les Tchétchènes, la mafia, un SDF, peu importe. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on admette que son fils était incapable d'avoir fait ça. Oh ben elle a joué le rôle d'une mère qui ne croit pas du tout que son fils puisse être un meurtrier. Elle a joué le rôle de simplement essayer de secouer tout ce qu'elle pouvait secouer autour d'elle pour qu'on défende son fils. Et elle est d'ailleurs extrêmement touchante parce qu'elle a des difficultés financières, elle visite très régulièrement Alexis en prison. Et elle va se battre et elle aura cette phrase qui est vraiment la phrase d'une mère, mais c'est pas possible, il peut pas assassiner 6 personnes et il était incapable de se verser un verre d'eau sans en renverser à côté. Du coup, la presse commence à se poser des questions sur ce coupable trop parfait. D'autant que fin novembre, Alexis fait officiellement marche arrière. Il est entendu une nouvelle fois par le juge de Versailles et d'entrée il déclare « Ça n'est pas moi qui ai commis les 6 meurtres ». Et il raconte l'histoire de l'homme en noir. Lui se présente comme un bouc émissaire et il prévient la juge. Ces gens-là, vous ne les retrouverez jamais. La mafia, ce sont des fantômes. La juge, Madame Rechter, n'est pas franchement convaincue. Cette rétractation est trop tardive, 9 mois après les faits. Mais un groupe se crée qui croit désormais à cette piste de la mafia. Un groupe constitué de proches d'Alexis et de quelques journalistes. L'un des avocats d'Alexis, au début sceptique, se met lui aussi à croire à l'histoire de l'homme en noir. L'homme en noir envoyé par la mafia de Moscou. Maître Landon, vous accompagnez le jeune Alexis au moment où il va se rétracter devant le juge d'instruction. Comment ça se passe? Avant d'y aller, il vous dit « je vais me rétracter ». Ça vient depuis plus longtemps que ça. Parce que j'ai le souvenir, lorsqu'il est arrivé chez le juge la première fois et lorsqu'il a réitéré ses aveux, j'avais le souvenir des aveux mécaniques. Quelqu'un qui récitait peut-être une leçon. Et je le défendais à l'époque avec Olivier Combes. Et depuis plusieurs mois, il nous disait « c'est pas moi, c'est pas moi ». Mais il n'a pas osé le dire la première fois? Il n'a pas osé le dire la première fois au juge. Il n'a pas osé le dire les fois suivantes, puisqu'il va être interrogé de mémoire 2 ou 3 fois par le juge, où il va réitérer ses aveux. Et un jour, avec Olivier Combes, on lui a dit maintenant, il faut que tu le dises. Parce que si tu veux qu'on te défende pleinement, il faut que toutes les hypothèses puissent être débattues judiciairement et qu'on puisse avoir les moyens de les vérifier, pas de vérifier. Et ce jour-là, il s'est complètement libéré. C'est là où il a indiqué qu'il n'était pas le tueur de ces 6 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là? Enfin, comment il le raconte? Il le raconte très simplement, c'est-à-dire qu'il va relater des faits dont il a été le témoin, un témoin actif pour l'un des décès, et il va expliquer comment ça s'est passé, et ça correspond point pour point aux aveux qu'il a pu passer, ce qui est compréhensible puisqu'il était présent.
Il fait un récit très assuré ou il cherche ses mots, il cherche l'histoire, il est troublé? Non, il est troublé. Vous savez, c'est pas évident de relater une nouvelle fois une scène aussi terrible que celle qu'il a vécue, parce qu'il l'a vécue comme témoin passif, mais il était là, il a assisté à tout. Et il le fait après une certaine réflexion. Il a eu le temps de réfléchir. Et il donne des détails qui sont des détails qu'il peut bien entendu totalement donner puisqu'il était là et qui correspondent aux premières déclarations qu'il a pu faire. On lui a fait beaucoup le reproche de dire qu'il est revenu sur ses aveux, peut-être avec la peur d'assumer le fait d'avoir tué 6 personnes, même s'il avait toutes les circonstances atténuantes. Mais il a souhaité à un moment donné le dire. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas assumer ce poids. Et s'il ne s'est pas rétracté avant, c'est qu'il avait une peur, je pense, terrible pour ceux qui étaient à l'extérieur, notamment sa mère qui était en Russie, notamment sa petite sœur qui était restée en France. Et il s'est dit, si je dis cette vérité qui est la mienne, peut-être qu'il y aura des représailles et je ne veux pas supporter ça. Effectivement, je trouve qu'il n'est pas évident de croire qu'un gamin de 16 ans est arrivé à tuer 6 personnes comme ça, de manière aussi froide et efficace. Enfin, il y a quand même les aveux. Et les aveux, ils ont eu 1 fois, 2 fois, 3 fois devant les policiers, puis devant le juge d'instruction à plusieurs reprises, puis ensuite, plus tard, devant le psychiatre. Qu'est-ce que vous faites de ça, quand même? Et puis c'est des aveux circonstancieux. Il dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, l'arme s'est enrayée, j'ai posé cette arme, j'en ai pris une autre, j'ai tiré une première fois, je suis allé à tel endroit, j'ai tiré une deuxième fois. On ne peut pas s'asseoir là-dessus. Non, mais vous savez, vous retirez Alexis, j'ai fait, et vous mettez à la place l'homme en noir, tout colle. Donc selon vous, quand il avoue avoir été l'auteur de ces crimes, il change juste le « il » de l'homme en noir par « je ». Oui, tout à fait. Il se donne le rôle que tenait l'homme en noir. Tout à fait. L'homme en noir ou plusieurs personnes. Il ne parle que d'une personne, mais on est sûr qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui accompagnaient l'homme en noir. Il donne ce rôle parce qu'on lui a dit de le dire. Et c'est pour ça que ça colle très bien. Parce que comme il est là, il a tout vu. Donc il connaît les détails. C'est pas... On peut nous dire quelqu'un qui avoue ne peut pas inventer ce genre de choses. Il n'a pas inventé. Il a assisté à l'assassinat de son père, de sa belle-mère, des parents de sa belle-mère, des amis en direct. Il l'a vu. Donc il peut relater cela. Et ce sont des aveux qui sont peut-être faciles, avec la peur. Vous savez, il faut toujours vous souvenir dans ce dossier. Moi, c'est la phrase que j'ai retenue lorsque la police est appelée pour aller sur place, à 3 h du matin, je crois, de mémoire. La phrase qui est prononcée par Alexis, c'est « Ils ont tué toute ma famille ». Et ce sont ses premières paroles. Parricide ou règlement de compte? Les journalistes s'interrogent. Le spectre de la mafia attise la curiosité. Mais qui pouvait en vouloir à mort au père d'Alexis? Eugène était ce qu'on appelle un nouveau russe, petit fonctionnaire du temps des communistes. Il s'est enrichi très vite après la chute du régime. Et pour profiter de sa fortune toute neuve, il est venu s'installer près de Paris. Ses partenaires français se souviennent d'un personnage haut en couleur. En tant qu'homme, c'était plutôt un homme chaleureux, aimant bien vivre, bien manger, bien boire. En tant qu'homme d'affaires, un homme un peu renfermé, mais intelligent, malin même. Ah, c'est un homme d'affaires avant tout. Affaires sulfureuses ou pas, mais en tout cas un homme d'affaires, oui. Il était plein de projets, plein d'idées, et en plus, il ne faisait pas seulement le dire, il avançait. Il avançait dans ses projets. À Moscou déjà, Eugène était réputé pour être un ambitieux. À la fin des années 70, Igor Pouzakov le rencontre au comité pour l'amitié entre les peuples. Eugène gravit les échelons un à un et devient le secrétaire de l'association France-URSS. Mais Eugène l'ambitieux se fait beaucoup d'ennemis. Souvent on me demandait « Mais pourquoi aidez-vous Eugène ? Ce n'est pas quelqu'un de bien. » Je répondais toujours « Il est plein d'énergie. Et notre intérêt est de canaliser cette énergie, de s'assurer qu'il s'en serve dans quelque chose de positif. Mais on n'y arrivait pas toujours. Finalement, Eugène a préféré choisir une autre voie, celle du business. » Après un passage au ministère de la Marine, soldé par un renvoi, Eugène veut donc se lancer dans les affaires. En 85, il divorce de Raïssa. Sa nouvelle femme, Ludmila, est ambitieuse comme lui. Quand Gorbatchev permet les premières privatisations, ils sont dans les premiers à se lancer dans la bataille. Ludmila lui permet de décrocher la bonne affaire, un contrat pour la déforestation de milliers de kilomètres carrés en Sibérie. Il a l'intelligence de créer une société qui va exploiter ce bois,
Mais même plus que ça, elle va se faire payer par la Société nationale d'électricité et les chemins de fer pour couper du bois, et en plus il va le vendre à l'étranger. On le paye pour abattre du bois, et en plus il le vend. C'est rare de pouvoir gagner sur tous les tableaux à la fois quand même. Le bois des forêts de Sibérie se transforme tout de suite en or. En une année, Eugène fait fortune. Fin 90, il réalise donc son rêve, il s'établit en France avec Ludmilla. Il loue d'abord un studio avenue Foch, puis une maison à Vichy, avant de s'installer confortablement à Louvciennes. Sa réussite éclair impressionne. Il me disait qu'il avait une concession de coupeur de bois qui représentait presque la superficie de la France. Il avait, sur la fin, presque 7000 employés. Donc c'était le plus gros producteur de vente de bois, mais c'était par concession qu'il avait. C'était une concession. En France, Eugène crée une société, la Sofriex. Elle a peu d'activité, elle lui sert surtout à obtenir sa carte de résident. L'essentiel de ses revenus provient de Russie, et toujours grâce au commerce du bois. À Moscou, il dirige la société Interprom, fondée avec Ludmilla et un ancien général du KGB, Vassili Skidan. Je suis allée en Russie, bon, j'ai vu le siège social d'Interprom, on l'a vu, mais c'est vrai qu'il gagnait des millions de dollars. Et quand il est arrivé à Sofriex, on a eu fait une mauvaise affaire avec une vente de beurre, je crois, et où le client n'avait pas payé. Et je lui ai dit, mais on perd 2 millions de dollars. Il me dit, t'en fais pas, il y en a des tonnes derrière. Ça m'avait impressionné. D'après moi, il était immensément riche. C'est-à-dire ? Pour moi, c'est pas un millionnaire, c'est un milliardaire. La réussite d'Eugène ne fait qu'accroître ses ambitions. Après le bois, il souhaite s'attaquer à de nouveaux marchés. Il voulait changer un peu de métier, et notamment, du moins de ce que de ce qu'il m'en a dit, il voulait s'investir dans le pétrole. Au moment où il veut se lancer sur ce marché, vu de l'extérieur et tel que je le vois moi de Paris, toutes les places sont prises en Russie. Déjà donc il risquait d'arriver à marcher sur les plates-bandes d'autres personnes. Eugène ne se décourage pas pour autant. Décrocher une concession pétrolière, ce serait la perspective de bénéfices extraordinaires. Il prospecte au Turkménistan, une république riche en gaz et en pétrole. Il y installe une société, Rigel. Samuel Kouba le met en garde. Je lui ai expliqué mon point de vue et je lui ai dit, écoute, je joue pas dans cette cour-là, c'est pas la bonne cour. Qu'est-ce qu'il risquait ? Il risquait entre ne rien faire et perdre son temps et jusqu'à la peine maximum. Moi, je considère qu'il est mort de ça, il n'est pas mort d'autre chose. Dans les mois qui précèdent la tuerie, Eugène est tendu, inquiet. Un soir, il rentre d'un repas bien arrosé avec le mari de sa comptable. Ils se suivent en voiture sur la route de Louvciennes. Quand soudain, une voiture leur coupe la route. Mon mari voit dans le rétroviseur qu'une voiture intercepte, coince la voiture d'Eugène. Et un homme surgir de la voiture, taper au carreau et montrer un papier. Et la surprise, c'est de voir Eugène faire une marche arrière, et s'enfuit carrément. Eugène semble totalement paniqué par ce qui vient de se passer. Il s'arrête un peu plus loin, ils arrivent à se retrouver et il dit là, on veut me tuer, je sais qu'on veut me tuer. Alors mon mari dit mais attends, qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit oui, il m'a présenté une carte de police, mais cette carte de police, moi je les connais bien, c'est une vieille carte toute abîmée, ça devait pas être une carte de police, et il avait l'accent russe. J'ai peur, je veux pas retourner à la maison. Eugène finira par rentrer chez lui après une nuit passée à l'hôtel. Crise de paranoïa ou danger réel ? Sonia Rezzonico pense tout de suite à la mafia russe. On pense pas qu'il est de la mafia, on pense plutôt raquette de la mafia. Or, comme c'était vraiment une grande gueule, moi j'ai pensé plutôt que effectivement, il était peut-être racketté par la mafia parce qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il voulait pas s'y soumettre. Voilà ce que j'ai pensé. À Moscou aussi,
Eugène est sur le qui-vive. Fin décembre 1994, il raconte avoir échappé de justesse à la mort. On aurait tiré sur sa voiture sur la route de l'aéroport. Eugène renforce alors sa sécurité. Il avait peur d'être tué, d'être poursuivi, qu'il lui arrive quelque chose. Il sortait armé. Il avait toujours sur lui un pistolet. Et vous voyez, ses pires craintes se sont réalisées. Au même moment, il annonce au propriétaire de la maison de Louvciennes qu'il veut quitter la France. Pour quelle raison? Pour aller où? Mystère. Il parlait de partir, il n'avait pas encore pris une décision. Alors, est-ce qu'il s'agissait de problèmes qui tenaient à son activité commerciale et industrielle, ou y avait-il dans son ménage quelque chose qui ne marchait pas? Je me suis posé la question sans pouvoir y répondre. J'avais simplement remarqué que je voyais beaucoup moins sa femme. Eugène parle en effet de divorcer de Ludmila. Leur relation s'est dégradée. Eugène est violent et boit de plus en plus. 2 jours avant la tuerie, Sonia Rezonico rencontre Eugène pour la dernière fois dans un café parisien. Et c'est là que je vois un homme complètement différent. C'est-à-dire? Angoissé, stressé, il était rouge, il suait. Il était pendu à son téléphone, il avait peur. Et il me dit « Oh Sonia, ça va très mal, mais de toute façon, j'ai tout réglé. » Il explique avoir régularisé l'état civil de la petite Nathalie en Russie, une formalité indispensable pour que sa fille puisse hériter. 48 heures plus tard, il est exécuté. Eugène, exécuté par la mafia russe. Pour tous ceux qui, comme Véronique Soulet, connaissent la Russie des années 90, cette piste est plus que vraisemblable, même si elle est extrêmement difficile à explorer. Véronique Soulet, vous, dans ces années-là, vous êtes correspondante à Moscou du journal Libération. Voilà, j'arrive à Moscou en 1996, où je vais rester 4 ans. Et comme on parle beaucoup en France, j'ai tenté de m'intéresser, disons, à ce qui s'est passé aux affaires de son père. À ce qu'on a appelé la piste de la mafia. Tout à fait, mais en 1996, vous êtes encore dans une période en Russie où les affaires au sens large, le business, comme disent les Russes, se fait selon des méthodes passablement criminelles. Donc, toute enquête a ses limites et vous ne pouvez pas aller très loin. Mais quel est le contexte affairiste à l'époque en Russie? Comment ça se passe, le fameux business? Alors, le business se passe en général avec une série, vous avez une série de personnages. Ce sont en général des gens qui étaient bien placés à l'époque déjà communistes et qui ont commencé à lorgner tout bêtement sur les grandes industries qui rapportent beaucoup d'argent et pour les racheter à bas prix, mais qui donc pour cela avaient besoin de gens corrompus dans l'administration. Comme la concurrence était sévère, ils avaient besoin aussi de groupes armés, quasiment, ce qu'on appelle les services, leurs services de sécurité, c'était des groupes armés, éventuellement qui venaient de milieux criminels ou éventuellement qui venaient directement du KGB. Vous aviez la première partie des années 90 à Moscou, aussi dans les grandes villes ou dans les villes où il y avait l'extraction pétrolière, par exemple, des règlements de compte, tout simplement, donc des gens abattus dans la rue. On appelle ça les crimes commandités ou les contrats. Mais vous croyez-vous que Eugène a pu être tué par la mafia russe? C'est plausible. Oui, c'est plausible. C'est plausible. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont des grands businessmen en Russie qui étaient pratiquement des mafieux quand même au début des années 90. Comment ils ont fait leur fortune? Par des méthodes mafieuses. Donc la mafia, c'est vraiment, ça couvrait l'essentiel, une grande partie du business. En septembre 1996, 1 an et demi après la tuerie, Franck Dupérou et un autre policier de la PJ de Versailles s'envolent pour Moscou. Après des mois d'attente, ils ont enfin obtenu le feu vert des autorités russes. Ils veulent enquêter sur la personnalité d'Alexis, mais aussi sur les activités de son père. Et très vite, ils comprennent qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas enquêter, vous n'y allez pas avec votre arme, vos menottes et votre ordinateur. Vous êtes des observateurs et vous suivez des policiers du pays qui procèdent à des auditions, à des investigations en votre présence. Après 2 semaines d'enquête en Russie,
Les policiers français rentrent bredouille. Ils n'ont trouvé sur place aucun élément qui accrédite la piste de la mafia. Mieux, Vassili Skidan, l'associé d'Eugène dans Interprom, les remet sur la piste d'Alexis. Skidan confirme bien clairement le différend récurrent entre Alexis et son père. Et on ne trouve aucune autre piste mafieuse, professionnelle ou financière à Moscou. Andrei Pochtarev est l'un des procureurs russes qui a accueilli à Moscou les policiers de la PJ de Versailles. Il n'est pas surpris que les Français soient rentrés bredouille. Les policiers français sont venus trop peu de temps. En 2 semaines, ce n'était pas possible d'enquêter vraiment sur les activités d'Interprom et sur l'action d'Eugène comme patron de cette société. Un homme a tenté d'amener les policiers français sur les pas de la mafia. Cet homme, c'est Dimitri, le frère d'Eugène. Il lui a succédé à la tête d'Interprom. Il affirme avoir des documents qui prouvent l'innocence d'Alexis. Il rencontre les policiers français à Moscou. Dimitri nous remet à l'hôtel de police ou dans un tribunal à Moscou un grand nombre de documents. Ces documents, ce sont des documents manuscrits ou des documents dactylographiés, dont on ne comprend strictement rien. Même après traduction, ces pièces comptables sont jugées sans intérêt par la justice française. Il y avait des procès-verbaux avec l'intervention de la grand-mère paternelle d'Alexis qui donnait pouvoir à Dimitri. Donc il y a eu tout cela qui n'apportait absolument rien au fait de février 95. Il n'y a pas d'autres pistes à partir des documents qui étaient si importants pour Dimitri. Placé à la tête d'Interprom pour défendre les intérêts de la famille d'Eugène, Dimitri a du mal à se faire accepter. Il est médecin de formation, il ne connaît rien aux affaires et rien au commerce du bois. Dimitri voulait élucider la situation financière de la firme Interprom. Naturellement, il s'est heurté à des difficultés. Les partenaires d'Eugène dans l'entreprise ont fait purement et simplement du sabotage. Ils l'ont empêché de diriger cette société. Alors le frère d'Eugène réagit. Il demande de l'aide à la police russe, qui ouvre une enquête sur les activités d'Interprom et de ses dirigeants. Dimitri m'a dit qu'il voulait aller jusqu'au bout, mais il ne réalisait pas le danger. Il ne comprenait pas la situation, car il arrivait de Biélorussie. Il n'était ni un homme d'affaires, ni un homme politique. Il est monté tout seul à l'assaut et la lutte était inégale. Le 5 décembre 1996, Dimitri quitte Moscou en voiture. Il retourne en Biélorussie pour passer quelques jours en famille. Il n'arrivera jamais à destination. On retrouve son cadavre 2 jours plus tard à quelques kilomètres de chez lui. Le corps se trouvait à une 50aine de mètres d'ici, dans ce champ. Dimitri porte des traces de coups. Il a été achevé de 2 balles. C'est ici qu'on a découvert le cadavre. Il a couru par là. Il avait ses vêtements dispersés partout, tout autour. Là, il y avait sa veste. Là, ses chaussures. Et alors qu'il courait, on l'a rattrapé et c'est ici qu'on l'a abattu, qu'on l'a tué de 2 coups de pistolet. Dimitri a été exécuté moins de 2 ans après la mort de son frère. À Moscou, cet assassinat est compris comme une suite presque logique des meurtres de Louvciennes. Après l'assassinat de Dimitri, j'ai compris que tous les meurtres étaient liés. C'est ma conviction. Ceux qui ont organisé l'assassinat d'Eugène ont tué aussi Dimitri. Dimitri croyait à la piste de la mafia. Il l'avait dit aux policiers français, qui ne l'avaient pas cru. Or voilà que Dimitri lui-même a été assassiné comme son frère Eugène, le corps criblé de balles. Il y a là de quoi convaincre même les plus sceptiques qu'Alexis n'est peut-être pas
le tueur de Louvcienne. 2 nouveaux avocats viennent renforcer la défense d'Alexis. Pour eux, l'exécution de Dimitri change la donne. Quand cette nouvelle tombe dans l'instruction à Versailles, c'est vrai que c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre parce que ce meurtre affreux peut évidemment être interprété comme apportant un crédit spectaculaire à la thèse d'un crime mafieux commis à Louvciennes et par conséquent est susceptible d'être considéré comme renforçant la thèse de l'innocence d'Alexis. Les journalistes aussi sont secoués par l'annonce de l'assassinat de Dimitri et relancent leurs enquêtes sur la mafia. Stéphane Bentura est correspondant de l'agence France-Presse à Moscou. Il a travaillé sur les affaires de Gênes et sur le fonctionnement de sa société Interprom. Les cadres de sa boîte russe qui font du bois sont des anciens du KGB. Donc on n'est pas un homme d'affaires qui a profité de l'ouverture russe et qui a fait fortune, comme il y en a plein d'ailleurs, ils ne sont pas tous bandits. Mais lui, il a un vrai entourage de bandits. Et le plus bandit de tous, c'est sans doute le principal associé de Gênes, Vassili Skidan, ancien général du KGB. Il pourrait tout à fait avoir commandité les meurtres. Stéphane Bentura est le seul journaliste français à avoir rencontré Skidan. Étrange rendez-vous sur la route qui mène au cimetière où sont enterrés Ludmila et ses parents. Et nous voilà embarqués dans une vieille BMW avec de la moquette sur les sièges, Skidan à l'arrière en train de boire de la vodka, son chauffeur Nikolai et moi assis à côté du chauffeur. Et on part et on commence à discuter en allant au cimetière qui est à l'extérieur de la ville. Et là, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, enfin ce qu'il a affirmé au début, il me dit « mais je suis sûr que c'est pas Alexis ». Bon, bah, très bien, mais alors c'est qui? Ah mais vous savez, vous dire qui, ça serait trop en demander, mais c'est dans le bois, il y a plein d'ennemis, c'est très dangereux. Quand on connaît le KGB et que ce type-là en est, bah voilà, on n'a pas affaire à un fantasme. Il est en chair et en os et je pense que c'est un vrai personnage dangereux. Le journaliste s'interroge. Eugène était-il seulement un homme de paille pour le compte du KGB? La société Interprom servait-elle à autre chose qu'au commerce du bois? À blanchir de l'argent? À mettre de côté l'argent du parti? Beaucoup de questions, mais peu de réponses. On sentait qu'on approchait des zones dangereuses ou secrètes. Il y a, ça c'est une conviction vraiment intime, d'une zone secrète, une histoire secrète de Gênes, de ses liens en France et de ses liens avec le pouvoir russe. La piste de la mafia et tout ça, pourquoi ça plaît? Parce que c'est romantique. Parce que ça fait quelque part rêver les gens. Ça les entraîne vers le mystère, vers l'inconnu, vers ce qui ne s'explique pas, vers l'irrationnel. Sur la piste russe, les avocats d'Alexis s'entêtent et supplient le juge d'instruction de poursuivre l'enquête à Moscou, mais aussi au Turkménistan et au Luxembourg où Eugène avait ouvert plusieurs comptes en banque. Mais la juge est sur le point de terminer l'instruction. Elle est contrainte par le temps. Elle a 2 ans pour boucler son dossier. Sinon... Je vous rappelle que la loi fait obligation, s'agissant des infractions commises par des mineurs, c'était un mineur Alexis, de boucler la procédure en 2 ans. Donc, faute de quoi il est mis en liberté. Donc il y a une course contre la montre. Pourtant, début février, la juge reçoit une lettre du procureur général adjoint de Moscou. Noir sur blanc, il évoque un lien probable entre les meurtres de Louvciennes et l'assassinat de Dimitri. Pour lui, une enquête complémentaire est plus que jamais justifiée. N'importe quel juge d'instruction, dans une autre affaire que celle-là, sans la contrainte de temps, ces fameux 2 ans, aurait effectué un certain nombre d'actes d'information supplémentaires. Bien sûr, il y a des juges d'instruction qui se déplacent régulièrement dans différents pays étrangers, enfin, qui vont rencontrer leurs homologues. Et pourtant, fin février, la juge choisit de clore l'instruction. Elle n'explorera pas plus loin la piste russe. Elle a assez de charges contre Alexis, assez d'éléments pour qu'il soit renvoyé devant les assises pour mineurs et jugé pour les 6 meurtres. Mais les avocats d'Alexis n'ont pas dit leur dernier mot. Devant la cour d'appel de Versailles, ils réclament des investigations supplémentaires et finissent par obtenir un tout petit délai de 2 mois. Le temps pour le magistrat russe de transmettre ces informations. Tout à coup, il y a une espèce de réveil de l'institution judiciaire. Enfin,
Et si jamais Alexis était innocent, et si jamais cette thèse de la mafia était une thèse crédible, et si jamais la vérité se trouvait à 4 heures d'avion de Paris, etc. Donc, on ouvre un peu la porte, mais on ne fait que l'entrebâiller, en tous les cas pas suffisamment pour changer le cours des choses. Dominique, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que la juge veut absolument boucler son enquête en 2 ans. C'est tout simple, c'est parce que Mme Rechter a peur qu'Alexis sorte de prison. Et en France, on ne peut pas garder un mineur en prison plus de 2 ans sans qu'il ait été jugé. Et si elle dépasse cette date butoir des 2 ans dans son instruction, eh bien les avocats d'Alexis pourront demander à ce qu'il soit remis en liberté. Et ça lui fait peur parce que si Alexis ressort de prison, il n'a plus de famille en France et pour cause, il ira vraisemblablement se réfugier en Russie chez sa mère. Et là, la justice française n'a plus aucune garantie qu'il acceptera ensuite de revenir en France pour se faire juger par une cour d'assises. Ça, c'est le premier élément. Il y en a un autre, c'est que la justice française, encore elle, a désigné Alexis comme étant l'assassin de Louvcienne. On se souvient de la conférence de presse du procureur adjoint de Versailles, M. Garrigue, qui a désigné à la France entière l'assassin de Louvcienne comme étant Alexis. Donc ce serait difficile ensuite de faire admettre à l'opinion publique que ce garçon-là puisse sortir de prison avant d'être jugé. Deuxième question, pourquoi est-ce que cette juge, toujours la même, refuse de prendre en compte une lettre qu'elle a reçue du procureur de Moscou qui dit qu'il pense pouvoir faire un lien entre la tuerie de Louvcienne et le meurtre du frère d'Eugène qui s'appelle Dimitri en Biélorussie? Parce que cette lettre du procureur de Moscou, M. Krouglov, elle fait simplement état d'un faisceau de présomption. Il pense qu'il y a un lien. Il peut y avoir un lien et il invite la justice française à venir vérifier sur place. Envoyez-moi des policiers. Exactement. Sauf que entre le moment où il va envoyer cette lettre et le moment où la cour d'appel de Versailles va décider de délivrer un complément d'information, eh bien lui, le procureur Krouglov, il a été muté. Alors on va s'adresser à son successeur. Et son successeur, il ne répondra jamais aux questions de la justice française. Ce qui fait que cette lettre, eh bien, elle nous apprend simplement une chose, c'est qu'il y avait une impossible collaboration à l'époque entre la justice française et la justice russe. Et c'est dans ce contexte-là qu'Alexis est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines. Alexis a tué seul toute sa famille pour se venger de son père. Voilà la conclusion à laquelle sont arrivés le procureur, le juge d'instruction, puis les magistrats de la chambre d'instruction de Versailles. Même si les avocats commencent à soulever ce qui semble être des incohérences sur le déroulement des crimes. Comment un adolescent de 16 ans est-il parvenu à tuer 6 adultes presque simultanément? Son habileté est stupéfiante. En une quinzaine de tirs avec 3 armes différentes, il fait mouche presque à chaque fois. Oui, il apparaît effectivement très doué. Et notamment, avec les autopsies, on va apprendre que ces tirs sont quasiment tous mortels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des tirs au hasard, mais ce sont des tirs qui ont été effectués notamment depuis l'extérieur, qui ont blessé mortellement plusieurs personnes. Et puis ce qui apparaît surprenant également, c'est que manifestement, il n'y a pas eu de tentative de défense de la part de ces personnes qui se font agresser comme cela. Alors que les occupants de la maison semblent pétrifiés par l'attaque, le cheminement d'Alexis pendant la fusillade intrigue ses défenseurs. Ce qui m'étonne, c'est que d'après ses aveux et même d'après les constatations techniques, Alexis serait venu d'abord se mettre derrière cette fenêtre, aurait tiré à 2 reprises en direction de son père qui était assis sur ce fauteuil, aurait ensuite fait une course en direction de cette porte-fenêtre, aurait tiré par l'intermédiaire de cette porte-fenêtre et à travers cette vitre en direction de Ludmila, et puis ensuite, voyant que son père se serait dirigé en direction de l'entrée, serait revenu en courant jusqu'à la porte d'entrée, aurait fait feu sur son père, puis serait revenu en direction de la porte-fenêtre pour la casser et enfin pour pénétrer à l'intérieur de la maison. Il est certain que tout cela, à mon sens, manque d'une certaine cohérence. En plongeant dans le dossier, les avocats découvrent des contradictions entre l'expertise balistique et les autopsies. Les médecins légistes ont recensé 15 tirs sur les cadavres. Or, on a retrouvé sur place 16 douilles. On va arriver à une incohérence, à mon sens, chacun appréciera, qui consisterait à penser que pour une des victimes, elle ait reçu une balle dans la boîte crânienne et qu'une autre balle se serait logée également dans la boîte crânienne
en empruntant le même chemin mais dans le sens inverse. J'ai presque envie de dire que c'est la balle magique. Problème aussi dans la chronologie des tirs. Alexis aurait utilisé successivement 3 armes, car les 2 premières se sont enrayées. Les avocats trouvent que ce scénario cadre mal avec les blessures relevées sur le corps de Slava. On va savoir, d'après l'autopsie, qu'il a reçu une balle tirée par la Kalachnikov dans le thorax, dans le ventre, qu'il a reçu également une balle derrière la nuque, cette fois-ci tirée par la carabine unique. Or, dans les déclarations d'Alexis, il apparaît qu'il n'a utilisé la Kalachnikov qu'après que la carabine unique se soit enrayée. Slava aurait ainsi reçu d'abord le coup fatal, la balle dans la tête, avant de se relever pour être fauché par le tir de la Kalachnikov. Les partisans d'Alexis n'y croient pas, ils pensent que c'est la preuve qu'il y avait 2 tireurs sur les lieux. Or, l'expert en balistique est formel. Il n'y a pas eu simultanément plusieurs tireurs, écrit-il dans son rapport. Les avocats d'Alexis l'accusent d'avoir voulu faire coïncider son expertise avec ses aveux. La difficulté, c'est que l'expertise balistique a été faite par quelqu'un qui avait en même temps la casquette d'enquêteur. Il s'agissait de quelqu'un qui faisait partie des services de police et que, sans mettre en cause bien évidemment son intégrité, ça va de soi, on se demande à quel moment il a la casquette d'enquêteur et à quel moment il a celle d'expert. S'il y a plusieurs tireurs, alors pourquoi pas un commando de professionnels envoyé par la mafia russe? C'est la version de l'homme en noir, mais là aussi, il y a des incohérences. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un commando aussi professionnel soit arrivé et assassiné toute cette famille avec un si petit calibre, en l'occurrence du 22 long rifle et du 222 Remington, et surtout qu'il ait utilisé pour ça les armes se trouvant dans la maison? D'abord, comment savoir que dans ce pavillon, il y a autant d'armes et qu'il va pouvoir utiliser ces armes? Comment, pour un homme en noir venu de l'extérieur, savoir que s'il a un problème de tir, il va être capable d'en trouver une autre? Comment savoir qu'il y a toutes ces armes? Ça, c'est inconcevable. Dans le récit du crime version homme en noir, d'autres incohérences apparaissent. Lors de la reconstitution sur les lieux, Alexis raconte qu'il a assisté à la fusillade sans pouvoir réagir. Et qu'à la fin, le tueur l'ayant épargné, lui, le fils, lui a donné un pistolet et des balles pour qu'il achève son père. Scénario difficile à croire, tout comme d'ailleurs la suite du récit d'Alexis. Il va, Alexis, faire prendre à ce tueur des positions tout à fait incroyables, à propos desquelles le policier qui faisait le rôle de l'homme en noir se trouvait lui-même en difficulté. L'homme en noir est censé continuer sa progression dans la maison pour tuer tous ses occupants en emmenant avec lui Alexis qu'il tient en joue. Or, à l'étage, devant la porte de la chambre des grands-parents, ce scénario pose problème. Alexis raconte que le tueur est armé de 2 armes, une dans la main droite, une dans la main gauche, qu'il va croiser les bras, qu'il va donc être comme ceci, pour d'une part braquer Alexis et d'autre part braquer la porte, ce qui n'est pas, enfin sauf pour James Bond ou des gens ça n'est pas une position de tueur de la mafia. La présence d'Alexis encombre le tueur, surtout quand il fouille la chambre des parents à la recherche du mystérieux dossier rouge. L'homme en noir menace Alexis avec une arme, met le pied sur son dos et cherche sur le lit après avoir renversé tout un tas d'affaires pour trouver. Et tout d'un coup, il trouve le dossier rouge. On est d'aberration en aberration, d'erreur en erreur. C'est illogique. Quand on lui objectait qu'il y avait une difficulté à accepter les explications qu'il donnait à propos de l'homme en noir, il répondait invariablement « Je ne suis pas dans la tête de cet homme ». Voilà. Comme ça, cela coupait court à toute tentative d'explication de sa part. À la veille du procès, il reste bien des zones d'ombre dans le déroulement exact de la tuerie.
Quel que soit le scénario retenu, il comporte des failles que l'on va retrouver tout au long des audiences. Les avocats d'Alexis concentrent leurs attaques sur l'expert en balistique Jules Coupé, qui est aussi policier et qu'ils soupçonnent d'avoir fait coller son expertise aux conclusions de l'enquête policière. Vous, avant de faire votre expertise, vous avez lu les aveux d'Alexis? Bien sûr, oui. Vous vous êtes appuyé même dessus pour faire votre expertise? Forcément. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de faire coller votre expertise aux aveux, de manière à ce que ça soit le plus cohérent possible? Au fond, de dire, il a dit ça, je cherche et je vérifie et je vais plus loin. Non, je vais vous dire, pour preuve, un exemple. Il nous dit, j'ai tiré sur mon père avec la Kalachnikov, et je dis non, la Kalachnikov a été utilisée sur Slava. Donc je suis un peu son canevas, mais je dis ce qui ne colle pas. Donc je n'ai pas du tout intérêt à... Quand ça colle, ça colle. Si ça colle pas, ça colle pas. Il n'y a aucun intérêt à faire coller. À faire coller. Hein. Il faut dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et avec des éléments disons, matériels qui sont concrets. Sinon, c'est impossible. Alors, il y a au total 15 tirs. Hein, 15 ou 16. Oui, mais on retrouve 16 douilles. On trouve 16 douilles. Et on retrouve que 15 balles. Où est passée la 16e? Je n'en sais rien. Vous l'avez cherché? On l'a cherché. Partout? On l'a cherché à divers endroits. On a fait un transport de justice, on l'a cherché parce qu'on avait vu à l'aplomb du corps de Olga un trou dans le parquet, un petit trou. Et on a pensé que ce petit trou pouvait correspondre à un impact. Alors nous avons démonté cette lame de parquet, on a fait des recherches dans la cavité qui se trouvait au-dessous, on n'a rien trouvé. J'ai émis au cours du procès l'hypothèse que cette porte-fenêtre était ouverte, et qu'il y a pu y avoir un coup qui est parti à l'extérieur, et à ce moment-là, on ne retrouve pas la balle, et donc la douille se retrouve à l'intérieur. C'est une hypothèse. Arrêtons-nous 2 secondes sur le cas de Slava, parce que les gens qui critiquent votre expertise vous reprochent de ne pas avoir convaincu sur ce qu'il était vraiment arrivé à Slava. Slava, on retrouve 2 balles dans son corps qui viennent de 2 armes différentes. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, Slava, je pense qu'il lui est arrivé la même chose que la grand-mère quand elle est en phase finale, c'est-à-dire que Alexis lui a demandé de se coucher, ce qu'il a fait directement, et il lui a mis une balle dans la tête. Une première balle? Une première balle dans la tête, qui effectivement ressemble à un coup de grâce, mais en réalité c'est le premier coup, comme Zinaïda n'a eu qu'un coup. Bon. Et on peut supposer qu'avec une seule balle dans la tête, il a réagi de la même façon que Gênes, à savoir qu'il a eu une activité physique, il a peut-être essayé de se relever, peut-être même qu'il s'est relevé. C'était du 22 long rifle? Hein. La première, c'était du 22 long rifle. Donc pas assez puissant pour vraiment neutraliser quelqu'un forcément au premier coup? Oui, c'est absolument ça. C'est mortel, mais c'est pas assommant. C'est pas instantané. Et voyant que cet homme commençait peut-être à avoir un peu plus d'activité, il a pris une autre arme avec silencieux. Il lui a mis une 2e balle avec cette arme beaucoup plus puissante. Et à ce moment-là, il est resté sur le sol. Le 4 mars 1998, Alexis comparaît devant la cour d'assises des mineurs de Versailles. Il est accusé d'avoir tué 6 personnes dont son père, 3 ans plus tôt, à Louveciennes. Il a avoué, il s'est rétracté. Quand a-t-il dit la vérité? C'est tout l'enjeu de ce procès. Et dès l'ouverture des débats, l'accusation et les avocats d'Alexis entament un bras de fer. Maître Henri Leclerc est un habitué des grands procès. Il en connaît bien les rouages et sait qu'il faut imprimer son ton dès les premiers jours. D'emblée, il multiplie les incidents de séance. Il demande l'ajournement du procès car certains documents ne sont pas encore traduits du russe. Rejet de la présidente. Il revient à la charge et réclame la levée du huis clos. Alexis était mineur à l'époque des faits, un huis clos qui, selon Maître Leclerc, désavantage son client. Je regrette beaucoup, moi personnellement, qu'une mesure qui est une mesure de protection des mineurs, dans une affaire comme celle-là où tout le monde est informé, ne permette pas qu'on voit comment la justice se déroule, mais voilà. Alexis est maintenant majeur, il a 19 ans, mais qu'importe. Il était mineur au moment des faits et la loi impose dans ce cas-là la publicité restreinte des débats. Pas de public, pas de journaliste. Pour l'avocat général Sylvie Lotto, les protestations des avocats d'Alexis sont une stratégie pour influencer les médias.
Ce début d'audience est pour elle une déclaration de guerre. C'était extrêmement dur. L'atmosphère était extrêmement tendue. En tous les cas, on partait sur le mode agressif. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc il va y avoir un véritable combat qui va avoir lieu à huis clos, loin du public, des journalistes, voilà, porte close. Les journalistes sont à la porte, mais les proches d'Alexis peuvent assister au débat. La mère de l'accusé arrive au bras de la mère d'Eugène. Ensemble, elles ont fait le voyage depuis Moscou. Raïssa est plus que jamais déterminée à faire innocenter son fils. En tant que mère, je souffre évidemment. J'ai beaucoup de peine à voir mon fils dans le box des accusés, qu'il soit ainsi jugé. Alexis n'est pas à sa place dans ce tribunal, dans ce procès. Olga et Igor Pouzakov, les amis de Moscou, sont là aussi, pour témoigner et soutenir Alexis. En venant au procès, notre objectif était d'obtenir la libération d'Alexis. Quand nous sommes arrivés et que nous avons vu l'ambiance dans la salle et l'attitude des gens envers Alexis, nous étions sûrs qu'il allait être relâché. Dans le box, Alexis a toujours l'allure d'un ado. À bientôt 20 ans, il a conservé son visage poupin. Difficile de l'imaginer, une Kalachnikov à la main, massacrant toute sa famille. Il disait, mais je suis un enfant, comment un enfant peut-il tuer 6 personnes ? Et ainsi, il se faisait le porte-voix de la vox populi. C'est sûr que, heureusement ce n'est pas fréquent, mais vous avez des mineurs qui sont capables de perpétrer des actes abominables. Face aux accusations, Alexis est imperturbable. Il y a des moments où il était comme un peu en retrait. Et il ne donnait pas l'impression de s'en fiche, mais il avait cette attitude aussi d'un certain nombre de personnes qui sont accusées de crimes terribles, qui protestent de leur innocence, où de moment on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, on est cassé, on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas cru. Donc il y a plusieurs grilles d'interprétation. Alors évidemment, l'accusation interprétait ce comportement comme le signe du fait qu'il n'était pas si innocent que cela. Mais c'est un parti pris psychologique qui en vaut un autre. Hein. La défense joue d'emblée la carte de la piste russe. Elle demande à des journalistes, comme Stéphane Bentura, de venir à la barre raconter leur enquête à Moscou. Mais chaque fois qu'on évoque la mafia russe, la présidente des assises semble agacée. Elle demande carrément à Stéphane Bentura s'il est payé par la mère d'Alexis pour venir témoigner. Je comprends en même temps qu'ils ont un coupable parfait et ils ont des circonstances qu'en forçant un peu, on fait rentrer dans le scénario. Point. Mais je trouve qu'on a évacué toutes les pistes. On ne va pas se prendre pour des justiciers, mais se dire, mais il y a d'autres doutes qui nous en conduisent ici, dans telle direction. Donc moi j'y vais parce que j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire, il y a des doutes. Des doutes suffisants pour innocenter Alexis. Tout le monde n'est pas de cet avis. Je suis obligé de remarquer que cette piste russe repose sur un certain nombre de présomptions, des éléments d'ambiance, des éléments effectivement qui sont de l'ordre un peu du roman noir, et pour pas dire du romantisme, et qu'en face, on a des éléments matériels qui impliquent la culpabilité d'Alexis. Et je ne parle même pas des aveux circonstanciés d'Alexis. Puisque la piste de la mafia russe ne convainc pas, les avocats d'Alexis s'attaquent aux arguments clés de l'accusation et cherchent à prouver qu'Alexis n'a pas matériellement pu commettre les 6 meurtres. On s'emploie à expliquer que la thèse qui apparaît comme étant la thèse la plus crédible pour l'accusation, où Alexis a avoué avoir commis ces meurtres, où Alexis a décrit avec précision les armes employées, les tirs effectués, on arrive, je crois, en cours d'audience, à démontrer qu'il n'y a aucune réalité scientifique qui peut être juxtaposée à ce récit. La défense exploite les contradictions entre les différentes expertises. À la barre, les experts se succèdent et se contredisent sur le nombre des tirs et sur les armes employées.
Lorsque vous lisez deux expertises qui semblent être en contradiction, c'est un fait, mais lorsque vous entendez deux experts, l'un après l'autre, venir dire le contraire de ce que le précédent avait dit, il va de soi que je crois qu'il y a une certaine incompréhension de la part des jurés. À la barre, le médecin légiste reconnaît qu'il s'est peut-être trompé. Il avoue que ce qu'il prenait pour un orifice de sortie de balle sur le visage d'Olga était peut-être un orifice d'entrée. Ce qui est plus cohérent avec les expertises balistiques. Ce revirement en pleine audience fait son petit effet. Il est parfaitement exact que cet élément d'erreur possible reconnu par un expert médecin légiste pendant un procès n'était pas du meilleur effet. Il y a vraiment, je crois, à ce moment-là, un doute qui doit s'installer dans l'esprit des jurés et qui s'installe dans l'esprit des jurés. J'ai eu le sentiment d'une espèce d'érosion progressive, comme ça, pas à pas, pli par pli, de ce consensus judiciaire autour de la culpabilité d'Alexis. Je crois qu'on a vu certains jurés, il ne faut pas leur des confidences par les yeux, mais on voit aussi, à travers l'attention, à travers des moments d'émotion, que les choses pourraient basculer. Peu à peu, jour après jour, le doute s'installe dans la salle d'audience. Et si Alexis n'était que la victime d'une machination? Reste un épisode gênant, l'attitude de l'adolescent juste après la tuerie. Que fait Alexis? L'homme en noir étant parti, n'ayant laissé dans la maison que 2 survivants. Sa petite sœur qui dort au premier étage, 2 ans et demi, et lui-même. Est-ce qu'il donne l'alerte? Non. Son premier réflexe est d'aller prendre dans le portefeuille de son père, qui est à terre dans un bain de sang, d'aller piller le cadavre de son père, d'aller voler sa carte bleue, de prendre la petite rover de sa belle-mère et de filer sur Paris. Et avec cette carte bleue, Alexis se paye une prostituée, sans se soucier du sort de sa petite sœur, l'autre rescapé de la tuerie. Pourquoi a-t-il pris le risque, lui, de laisser sa petite sœur, qui dormait au premier étage, face à des tueurs qui potentiellement peuvent revenir? Je crois que c'est un des éléments clés du dossier. L'avocat général n'a aucun doute. À l'issue de l'instruction, elle était convaincue de la culpabilité d'Alexis, et après 8 jours de débat, sa conviction est intacte. Alexis a tué son père parce qu'il ne supportait plus ses brimades. Ensuite, tout a dérapé. Elle réclame donc contre Alexis 18 à 20 années de réclusion criminelle. Pour moi, c'était un message de le renvoyer devant un acte extraordinaire et hors du commun et qui pouvait mériter ce que j'avais requis. Même si du côté de la cour et du jury, on était enclin à une toute autre vision des choses. L'avocate générale le sait. La défense d'Alexis a marqué des points tout au long du procès. Le mystère de la piste russe, les incohérences de la scène de crime. Tout cela fait mouche. Les avocats d'Alexis réclament purement et simplement son acquittement. Une fois les plaidoiries terminées, le délibéré va être assez long. Moi j'y crois. En tous les cas, je pense que c'est envisageable, mais avec un aléa absolument considérable. Parce que il y a ce consensus judiciaire, parce que il faut remonter une pente qui est très raide quand même. Hein. Au fond, pour vous, il y a 3 pistes. Vous pouvez dire, il était battu par son père, il y a des circonstances atténuantes au geste qu'il a commis. Vous pouvez aussi jouer sur le doute, il y était peut-être, c'est peut-être lui le coupable, mais pas forcément. Et puis vous avez la possibilité de dire, c'est pas lui, j'en suis certain. Quelle est l'option que vous choisissez? Je vais vous dire, c'est difficile de dire l'option qu'on choisit. Moi, je me souviens de ce que j'ai plaidé. Et je me souviens que dans un premier temps, l'avocat général avait beaucoup insisté sur le fait que son père était tellement odieux qu'il ne pouvait pas faire autrement que de le tuer. Et dans un premier temps, j'ai dit effectivement, s'il l'avait tué,
regardez, ça serait presque forcé. Mais malheureusement, vous n'avez aucune certitude dans cette affaire. Non seulement vous n'avez aucune certitude, mais il m'apparaît que ni les aveux, ni les éléments balistiques, ni les éléments du contexte général ne vous permettent d'avoir une certitude, et bien plus. Ce que nous savons de ce qui s'est passé à l'étranger, et en particulier en Russie, nous incite plutôt, beaucoup plus, à croire qu'il est innocent. Au fond, vous plaidez à la fois l'idée que s'il l'a tué, il avait de bonnes raisons, et que quoi qu'il arrive, il ne l'a pas tué. Non, j'ai plaidé l'idée, j'ai dit qu'effectivement, il y avait un conflit majeur avec son père, comme l'avait dit l'avocat général, et qu'elle ne s'était pas trompée sur ce point, mais que ce problème entrait peut-être en ligne de compte dans la cause générale des aveux, peut-être, et que, en tout cas, il ne suffisait pas du tout à expliquer ce meurtre généralisé. Alors, la piste de la mafia russe que vous relayez dans votre plaidoirie, bien sûr. Vous en avez les preuves à ce moment-là? Je n'ai pas les preuves parce qu'on n'a pas voulu chercher les preuves. Mais en fait, nous avions dans cette piste russe d'énormes éléments de réflexion. Or, il nous a semblé que l'enquête qui a été faite par les policiers en Russie est une enquête qui n'a pas été faite dans les milieux d'affaires. Et c'est là, je pense, qu'il aurait fallu aller voir un peu. Mais du coup, vous êtes acculé à ne jouer que sur le fantasme. Vous n'avez rien de concret. Attendez, j'ai de concret quand même le fait que l'oncle avait dit des choses et qu'il a été assassiné. C'est pas rien. C'est pas rien. J'ai de concret la position d'un procureur russe qui, lui, est convaincu que c'est une affaire de la mafia. C'est un procureur même d'un rang assez élevé qui a cette conviction. Donc, j'ai des éléments qui sont des éléments qui montrent, je ne dis pas qu'ils prouvent l'innocence d'Alexis, mais je dis qu'ils montrent en tout cas que nous avons manqué d'éléments sur ce problème de la piste russe. Alexis, coupable ou innocent? 20 ans de prison ou l'acquittement? Les jurés doivent trancher. Et ils font un choix surprenant. Alexis est reconnu coupable des 6 crimes. Il est condamné à 8 ans de réclusion. Lorsque la présidente a annoncé le verdict, elle arborait un grand sourire, un sourire théâtral. Toute la salle était en état de choc. Les journalistes qu'on avait laissés entrer pour le verdict étaient stupéfaits. Pour moi, tout ça, c'était irréel. Les avocats d'Alexis semblent totalement décontenancés par le verdict. On est bouleversé parce que, à la fin, on croit vraiment à l'acquittement. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est possible. Et puis, vous savez, il y a quand même toute cette émotion qui est accumulée, pas depuis plusieurs semaines, mais depuis plusieurs années, qui va se traduire à ce moment-là. Par cette... on a dit que nous étions effondrés, alors effectivement, comme l'on dit, on a accusé le coup. Ils sont décomposés et d'une certaine manière, à côté, Alexis fait bonne figure. Peut-être s'attendait-il à un verdict plus lourd. En tout cas, il fait bonne figure, il ne manifeste pas d'émotion particulière et il pose même la main sur l'épaule de l'un de ses avocats, comme pour le réconforter. 8 ans quand l'avocat général en réclamait 20 et les défenseurs d'Alexis demandaient l'acquittement. 8 ans, ça n'a pas de sens. Ça donne le sentiment d'une espèce de conciliation entre deux thèses, la thèse de l'innocence, la thèse de la culpabilité. On s'est retrouvé une espèce de point équidistant qui évidemment, pour quelqu'un qui encore une fois crie son innocence, n'est pas quelque chose d'acceptable. Si sur le plan moral, ça s'appelle le doute. Alors à ce moment-là, le bénéfice du doute, il fallait jusqu'au bout du bénéfice du doute et c'est l'acquittement. Bon, voilà, le bénéfice de l'acquittement. On a l'impression que le bénéfice du doute a marché à mi-chemin. C'est vrai que tout le monde est surpris, tout le monde reste sur sa faim. Personne ne comprend cette décision, qui est une décision tiède, qui ne veut rien dire. On coupe la poire en deux. Et ça, ce verdict, je ne l'ai jamais compris. Je crois que ce qui est le plus choquant, c'est le verdict. À l'époque, on ne peut pas faire appel des décisions. Nous sommes avant 2000, donc on ne peut pas faire appel des décisions. Si on avait pu faire appel, je ne sais pas ce qui aurait été décidé. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que accepter même 8 ans pour un innocent, c'est dur. Mais là, il faut faire un pourvoi en cassation. Ça va durer longtemps, longtemps.
le temps que l'affaire vienne devant la Cour de cassation, le temps que la Cour de cassation prenne une décision, s'il y a une cassation, s'il y a un moyen de cassation, le temps qu'une nouvelle Cour d'assises se penche sur cette affaire. C'est-à-dire qu'on est parti pour 2 ans. Il a fait un certain nombre d'années de prison. S'il fait un pourvoi en cassation, il ne percevra pas les grâces présidentielles. Et donc le choix qui lui est donné est suivant. Vous restez plus longtemps en prison en attendant les aléas d'un autre procès, si vous faites un pourvoi en cassation, que si vous ne le faites pas. Et là, c'est lui qui prend une décision, et il a pris sa décision. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais sortir dans combien de temps, à ce moment-là? Bon, écoutez, on peut penser qu'il va sortir, étant donné son âge, étant donné le fait qu'il n'a pas d'antécédents, étant donné le fait qu'il se conduit bien en prison, qu'il va percevoir donc un certain nombre de remises de peine et qu'il peut espérer, compte tenu de son âge et de ses capacités professionnelles, une libération conditionnelle, il est bien évident qu'on peut espérer qu'il sortira dans les 2 ans, dans les 3 ans. Alexis est libéré en juillet 2000 après avoir passé 5 ans en prison. Normalement, en tant qu'étranger sortant de prison, il doit être expulsé vers la Russie. Mais 5 ans plus tard, il reste accroché à sa thèse et plaide que là-bas, il risque d'être assassiné par la mafia. Étrangement, cette fois-ci, la France entend ses arguments. Depuis sa sortie de prison, il ne s'est jamais exprimé publiquement. Il ne veut plus entendre parler de cette affaire, il veut qu'on le laisse en paix. Son entourage également fait barrage également, donc dès qu'on veut rentrer en contact avec lui, son entourage dit non, laissez-le tranquille, et du coup c'est vrai que voilà, on le laisse en paix. Alexis a aujourd'hui 26 ans, il est étudiant en région parisienne. C'est un garçon super, vous savez, quand je le rencontre, on s'embrasse, il me prend dans ses bras, il me fait tourner, c'est quelqu'un de très agréable. Et il a une amie, donc ça va bien, il vit normalement. Il a réussi à se reconstruire complètement. Reconnu coupable du meurtre de son père, il a été déchu du droit à l'héritage. C'est sa demi-sœur, la petite Nathalie, seule survivante du massacre, qui a hérité. Elle vit aujourd'hui en Biélorussie après avoir été adoptée par la famille d'Eugène. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas récupéré toute la fortune de son père, car après la tuerie, une partie des comptes à l'étranger a disparu, évaporé.